Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour ce nouveau forum. La CEDEAO ne lâche pas l'affaire. Les chefs d'État de la communauté sous-régionale maintiennent de lourdes sanctions économiques infligées au Mali le 9 janvier 2022. Sanctions maintenues malgré une ordonnance rendue jeudi dernier par la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, exigeant la suspension des sanctions. Jusqu'où ira la CEDEAO, le Mali va ou peut-il tenir le coup et comment? Que reproche-t-on concrètement au Mali? Les élections à la Saint-Glinglin ou les accointances avec la Russie? Nous en parlons avec trois invités au studio. Kegoe Sogoyou est avec nous. Monsieur Sogoyou, bonjour. Bonjour, bonjour Gilles. Vous êtes journaliste, Oui. ancien ambassadeur notamment du Togo en Allemagne. Oui. Herzlich willkommen. Bité. Vielen Dank. Vielen Dank. God sei Dank, tu n'as pas encore tout oublié. Avec nous également King Dojro. Monsieur Dojro, bonjour. Bonjour, monsieur Gilles. Vous parlez tellement de langues, je ne sais plus si vous faut vous parler azerbaïdjanais ou anglais ou Géorgien. avec votre société implantée à Singapour. Singapour, on parle quelle langue là? L'anglais? Anglais, oui. On parle anglais, on parle le malais, on parle le chinois également. Ouais. Vous êtes expert en structuration de projets, PPP, partenariat public-privé, expert en finances internationales. Vous vous intéressez également à la politique, hein? Vous analysez les enjeux politiques. S'intéresser à la politique, c'est trop dire. Du moment où vous touchez ce qui fait la pertinence de la vie de l'être humain, c'est-à-dire l'économie, les politiques se greffent autour de ça. Donc c'est l'économie qui définit tout autre aspect de la vie de l'être humain, y compris la politique et tout ce que vous pouvez mentionner par la suite. Donc c'est l'économie qui gouverne la politique. Oui, c'est l'économie qui gouverne la politique. Et c'est là où vous verrez que dès que dans un pays l'économie ne fonctionne pas, la politique aussi ne fonctionne pas. Donc, le troisième invité, Jerry Komandega Tama, JETAC, comme il se fait appeler désormais. Bonjour. Bonjour. Jerry Tama, il est député à l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire Net PDP, il est président de parti également, le Nouvel Engagement Togolais. Déjà candidat par le passé à l'élection présidentielle, et ça veut dire qu'il nourrit de grandes ambitions, Jerry Tama. Oui, mais il faut me parler en ordre aussi, je vais répondre. Non, bien sûr que de toute façon... Le bala. Le balai. Je suis un politicien consommé, même si j'ai d'autres activités, mais je pense que c'est beaucoup plus sur ma casquette de politicien que je suis sur ce plateau. Donc voilà. Je peux vous l'ajouter chef d'entreprise. Hein. Oui, mais bon, j'ai un grand entrepreneur à côté de moi, donc je préfère me faire tout petit. Je préfère me faire tout petit par rapport à cela. Je rappelle aux fidèles téléspectateurs que comme d'habitude, ils peuvent participer au débat avec des questions écrites via WhatsApp. Je rappelle tout de suite le numéro, plus 228 96 46 10 31, plus 228 96 46 10 31. Vous êtes sur New World 1. C'est le forum de la semaine. Notre sujet, donc, le Mali, de nouveau sanctionné par la CEDEAO, alors que l'UEMOA, par sa cour de justice, a suspendu les sanctions contre ce pays. Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que c'est surprenant pour vous? Après la décision de la Cour de justice de l'UEMOA, on aurait pu s'attendre à un bémol de la part des chefs d'État de la CEDEAO, M. Kegoe Sogoyou. Merci Gilles. Je crois que... Pourquoi on serait surpris? Si c'était les chefs d'État de la CEDEAO, le Mali étant un pays voisin, il n'y aurait pas de problème. Mais comme Macron nous a dit clairement, au vu au-dessus de tout le monde, que lui va instruire Akufo-Addo, le président du Ghana, pour tirer davantage les oreilles au Mali, nous ne sommes pas surpris. Donc Akufo-Addo, qui est le palefrenier de Macron, il a pris les ordres de Macron, ses pairs sont venus, il leur a mis ça sur la table, vous faites comme ça ou bien on ne fait rien. Donc c'est tout à fait normal. Personne ne se faisait d'illusion à la Cour de justice de l'UEMOA. Mais attends, quand ils condamnaient, ils savaient eux-mêmes d'ailleurs que les condamnations étaient illégales, illicites. Mais ils les ont appliquées. Donc la Cour de justice a fait son travail. Félicitations à ces juges qui sont assez courageux pour dire des choses qui ne plairaient pas à Macron. Parce que dès qu'on parle Mali, Macron devient hystérique. Alors, il a instruit le président du Ghana, et bravo au président du Ghana,
qui a exécuté sans faille les instructions de Macron. Mais est-ce que ce n'est pas caricatural de présenter la situation de cette façon? Dire que les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis et ont pris des décisions sur instruction du président français. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Macron même qui a dit que lui va appeler Akufo-Addo pour lui donner des instructions pour qu'on punisse davantage le Mali. Et pourquoi? Oui, parce que il a fait la déclaration où justement quand les médias français... boîte à propagande, les deux boîtes infernales à propagande que sont RFI et France 24, on les a fermées. Quand ils ont fermé Rocha Touré, une chaîne honnête, travailleuse, intelligente et impartiale, on ne leur a rien dit. Personne ne les a punis. Donc je dis, Macron l'a dit, ce n'est pas moi. J'ai beaucoup de respect pour nos chefs d'État, mais je ne répète que ce que Macron a dit. Rocha Touré, que vous pouvez pas d'ailleurs suivre dans le bouquet New World TV à travers la plateforme OTT avec Move TV. Directement, les chefs d'État de la CEDEAO ont encore frappé fort. Non, pourquoi ils ont frappé fort? On est dans une reconduction de sanctions qui ont été mises en place depuis le 9 janvier. Et aujourd'hui, les chefs d'État considèrent, même si sur certains points, je ne suis pas entièrement d'accord avec eux, considèrent qu'il n'y a pas eu d'évolution supplémentaire pour qu'on lève les sanctions. Il n'y a pas de nouvelles sanctions qui ont été mises en place. Maintenant, après, on peut rentrer dans les discussions de ce qui s'est passé le 25 mars dernier, mais on n'a pas de nouvelles sanctions qui sont... Oui, mais est-ce qu'on pouvait maintenir encore les sanctions? Est-ce qu'on ne pouvait pas aller à une sorte de levée progressive de ces sanctions, étant donné que les autorités maliennes ont revu leur ambition à la baisse en proposant 24 mois de transition, alors que la Cour de justice de l'UEMOA a suspendu les sanctions? Est-ce que ce n'était pas des raisons valables pour que la CEDEAO... Aujourd'hui, en réalité, on se crêpe les chiens. Pourquoi? Pour une affaire de 6 mois. Parce que les Maliens disent 2 ans et la CEDEAO dit 12 mois à 18 mois. Donc en réalité, on est en train de se crêper les chignons pour une affaire de 6 mois. C'est pour ça que je dis que je trouve quand même que, bon, sans aucun doute, dans les jours à venir, on va trouver un point d'entente. Parce qu'on a quand même quitté de 5 ans, après on est descendu à 4 ans. Là, on est à 2 ans. C'est un effort substantiel. Là, la CEDEAO a quitté de 1 an, va à 18 mois. C'est un effort substantiel. Donc aujourd'hui, c'est juste une question de régler, de faire certains réglages. Si c'est juste une question de réglage, on ne peut pas reconduire des sanctions. Non, c'est pour ça, quand vous lisez le communiqué de la CEDEAO, c'est que le médiateur va encore retourner. C'est ce que dit, on était à 4 ans, on est descendu à 2 ans, c'est-à-dire qu'on a divisé en 2. Je trouve que c'est bien. Et c'est sans aucun doute aussi du fait de toute cette pression-là qui est montée. Et la CEDEAO parlait d'1 an, aujourd'hui ils sont partis à 18 mois, c'est bien. Maintenant c'est pour ça qu'on se crêpe les chignons pour une affaire de 6 mois. Ces 6 mois-là, sans aucun doute, on va trouver un point d'entente. Et quand vous regardez en réalité les périodes où on traîne à lancer le processus, on va peut-être dans 4 mois se retrouver que si on avait accepté peut-être les 2 ans, on serait en train de les évacuer. Et moi, je l'ai toujours dit par rapport aux autorités maliennes. C'est-à-dire que si vous acceptez, par exemple, que vous prenez les 18 mois, et à 18 mois, de toute façon, sur le plan... 16 mois, il parle de 16 mois. Ouais, la CEDEAO. Non, si 18 mois. Que, 16 mois, j'ai lu. Bon, bref, 16 ou 18 mois. Et qu'à l'expiation des 16 ou des 18 mois, on voit quand même concrètement que les conditions ne sont pas réunies. Nous avons, moi, je suis politicien togolais, à plusieurs reprises, nous avons repoussé les élections quand les conditions ne sont pas entièrement réunies. Donc, des deux côtés, il y a un peu de, comme quelqu'un le disait, de bravitude. Chacun veut montrer un peu ses muscles. Mais je suis persuadé que là, quand on regarde les derniers développements, tout le monde a un peu mis de l'eau dans son vin. Oui, mais M. Kegeyo estimait que les chefs d'État de la CEDEAO ont respecté les instructions du président Macron. Je ne fais pas cette lecture, moi. Vous savez, la CEDEAO, c'est d'abord, avant tout, le Nigeria. Grande puissance africaine, premier PIB de l'Afrique. C'est un pays comme le Ghana qui a toujours montré une certaine indépendance. Je peux regretter et de toute façon même condamner les propos de Macron qui donnent l'impression d'une certaine complaisance. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu un propos qui n'est pas forcément... Il n'y a pas eu une injonction à M. Akufo. On a dit qu'on va saisir la CEDEAO pour... Mais je retiens 2 choses. La première, c'est qu'on n'a pas eu de nouvelles sanctions. Le communiqué même de la CEDEAO ne parle même pas de la suspension. Pour ça, je suis parfaitement d'accord avec vous qu'il n'y a pas de raison à ce que l'Union européenne suspende RT et Russia Today
sous le prétexte qu'il y a de la propagande et qu'on reproche au Mali le fait de suspendre de façon souveraine Radio France Internationale et France 24. Mais pour autant, nous n'avons pas eu, dans les échanges, j'ai lu profondément le communiqué qui est sorti, on n'a pas eu non seulement de nouvelles sanctions, mais on n'a pas eu une précision quant à la suspension de ces chaînes, qui est un problème à régler entre RFI, Africa et France 24 et le Mali. Pour moi, aujourd'hui, on avance dans le bon sens et il y a de fortes chances que dans les jours à venir ou bien dans les semaines à venir, on arrive à finalement trouver une position médiane. C'est-à-dire qu'on a quand même quitté de 4 ans pour arriver à 2 ans. Et là, on a quitté de 1 an pour arriver à 1 an et demi. Je crois qu'il ne reste pas grand-chose. Parce qu'aujourd'hui, sur le fond, les sanctions, elles pénalisent qui? Ce n'est pas les colonels. C'est beaucoup plus la population malienne. Et c'est aussi indirectement même beaucoup de pays limitrophes qui aujourd'hui voient une bonne partie de leur activité économique ralentie du fait de ces sanctions. Donc, ce n'est pas une situation qui arrange qui que ce soit, mais je l'ai déjà dit une fois quand je suis passé sur le plateau, la CEDEAO est coutumière du fait de faire des sanctions. La Côte d'Ivoire a eu exactement les mêmes sanctions à l'époque en 2010. La CEDEAO est coutumière du fait... Les frontières de la CEDEAO n'avaient pas été fermées. Voilà, non, là, je dis la CEDEAO est coutumière de fait. Aujourd'hui, je pense que la recrudescence des coups d'État l'amène à peut-être monter un plus de force, mais vous connaissez ma conclusion. Quand on n'est pas content de la CEDEAO, ben on la quitte tout simplement. Moi, je me suis toujours dit que la meilleure solution qui appartient aujourd'hui au Mali, c'est de quitter la CEDEAO, comme la Mauritanie l'a fait, et l'a fait plutôt, il n'y a jamais eu de problème. King Dojolo. Alors, moi, personnellement, parler même de sanctions, quand on analyse le fond du problème malien, c'est d'abord un abus de langage, parce que on sanctionne quelqu'un qui a violé une loi. Et du moment où le Mali n'a violé aucune loi, on ne peut pas parler de sanctions. Nous parlons plutôt d'une punition. Et dans le cas malien, la communauté internationale représentée par la CEDEAO s'était bien organisée pour punir ce pays. En punissant ce pays, le peuple malien montre aux yeux de tout le monde qu'il sait jouer son jeu. Et le jeu du peuple malien, c'est le jeu de la fierté. Voilà un peuple. Depuis la nuit des temps, tout le monde était d'accord, on nous a enseigné, même dans nos livres d'histoire, dans nos pays africains, ils sont descendants de qui? Ils ont pour référence un certain Soundiata Keita, un guerrier, un grand combattant. Ils ont en mémoire également que Mansa Moussa, un homme le plus puissant, riche homme. Le plus riche de la terre. Les Maliens, ils sont dotés d'une fierté. Et cette fierté les amène à ne pas les enquiquiner trop. Le peuple, il est comme de l'air que vous emprisonnez dans une vessie. À un moment, la vessie peut contenir l'air. Mais quand le volume de l'air dépasse, il va s'éclater. Alors, le peuple malien est un peuple qui n'aspire qu'à la liberté. Et quand, au début de cette crise, le peuple malien dit « Je ne veux pas le traitement que mes dirigeants m'affligent », il s'est soulevé. Et à la suite de ce soulèvement, bien évidemment, l'armée est rentrée dans son rôle régalien, qui est la défense du territoire et la sécurité. L'armée est venue jouer son rôle. Et à la fin de la journée, le peuple dit, voilà, nous sommes d'accord que vous venez nous sauver d'une situation parce que nous étions en train de créer dans la rue. Ça risque même de dégénérer, de devenir une guerre civile. Mais les messieurs, ils se sont sentis concernés parce que ce n'est pas parce que je suis militaire que je ne suis pas malien. Ils ont tous cette fierté. Donc aujourd'hui, au lieu de féliciter cette armée qui a sauvé le peuple quand il criait parce que ses droits fondamentaux sont bafoués, sa liberté était méprisée. Aujourd'hui, on ne fait qu'enchaîner des punitions envers cette armée qui a sauvé le peuple malien. Et à la fin de la journée, on se demande, est-ce qu'on veut le bonheur de nos peuples ou bien on veut le bonheur d'un individu? Parce que si, en fin de compte, les Maliens se sont dit, nous voudrons une meilleure vie que celle que nous avons aujourd'hui, et que cela a conduit à un changement de régime, nous n'encourageons pas les coups d'État, pas du tout. Nous ne voudrons même pas les soulèvements dans nos pays, mais c'est de savoir pourquoi est-ce que les gens se sont soulevés jusqu'à arriver à ce stade. Aujourd'hui, je pense que les Maliens, ils nous ont montré déjà qu'ils sont forts. Ils nous ont montré combien de fois ils sont descendants de Soundiata Keita.
Et ils continueront de tenir la tête. Parce que c'est dans leur ADN. Ils jouent un rôle identitaire. Et ça devient aujourd'hui une lutte identitaire, un combat identitaire pour les Maliens. Continuer par les sanctionner, c'est de se tirer toujours une balle dans nos propres pieds. Quand je regarde l'ordonnance de la Cour de justice de l'UEMOA, je dis bien, c'est beau, mais est-ce que la décision qu'on a prise contre le Mali était des décisions de droit? Est-ce que le Mali a fauté vis-à-vis d'un droit international? Non. Mais les décisions qu'on a prises contre le Mali sont des décisions d'ordre politique. Et quand on parle d'une décision politique, elle est dénudée de toute rationalité. C'est des ambitions ou bien des intérêts vraiment personnels qu'on ne peut pas avouer qui se cachent derrière les décisions politiques. Si nous parlons de droit, cette décision que la Cour de justice de l'UEMOA a prise devait être appliquée. Et combien de fois encore nos dirigeants montrent qu'eux-mêmes ils violent les lois. Vous créez une institution de régulation de votre espace économique qui est la Cour de justice et vous dites ok, vous pouvez en faire recours si vous sentez lésé dans vos droits. Et cette cour, cet instrument ou bien cette institution que vous-même vous avez pris la peine de créer, de budgétiser et payer les fonctionnaires, prend une décision, vous n'êtes pas en mesure d'exécuter ces décisions. Entre le Malien et la CEDEAO qui n'exécute pas, ou bien l'UEMOA qui n'exécute pas les décisions de la Cour de justice de l'UEMOA, qui est le fautif? Qui est plus grave? Qui on peut condamner ici? C'est ça. Donc c'est pourquoi je dis, le cas malien, tout ce que nous appelons des mesures de contrainte, on ferme les frontières. Un pays qui fait plus de 1 200 km², qui fait frontière avec 5 pays. Quand je suis en Côte d'Ivoire dans la période de fête de moutons, c'est le Mali qui approvisionne la Côte d'Ivoire de tout ce qui est consommation de la viande de mouton. Vous fermez les frontières. Les Ivoiriens n'ont pas élevé les moutons, hein? Mais vous fermez ces frontières. Et c'est pourquoi je dis que c'est des décisions politiques qui sont dénudées de tout sens de rationalité. Parce que s'il y a du rationnel dedans, on ne fermerait pas la frontière à un pays dans lequel il y a des soucis. On aidera le pays à résoudre le problème en interne. Mais vous dites, nous vous coupons du monde. Même hier, nous sommes aujourd'hui dans un monde très avancé. Nous sommes dans une mondialisation très avancée. Et dans les règles de commerce international coordonnées par l'Organisation mondiale du commerce, des pays s'entendent entre eux. Je te livre le maïs, moi je ne vais plus produire l'ananas chez moi, toi tu vas me livrer l'ananas en retour. Et c'est ces accords que les pays ont qui créent une interdépendance entre les pays. Ça nous le savons. Mais les politiciens vont oublier toutes ces choses, toutes ces réalités économiques, comme je le disais tantôt, que c'est autour de l'économie que toute la vie d'une nation se définit. On oublie ces règles basiques et on punit un pays en disant nous fermons les frontières, nous ne voulons plus commercer avec vous, mais vous savez très bien que vous dépendez du Mali. Oui, mais justement, vous évoquez la question de l'impact de ces sanctions. On dit souvent qui punit se punit. Est-ce que ces sanctions finalement ne se retournent pas dans une certaine mesure contre certains pays de la CEDEAO, monsieur? La remarque première, vous avez dit qu'il n'y a pas eu de sanctions supplémentaires. Mais on ne pouvait plus faire de sanctions supplémentaires parce que le 9 janvier, la CEDEAO a versé toute sa hargne, sa haine contre le Mali. Regardez les Européens face à la Russie. Ils vont par étapes. Telle section, après c'est le SWIFT qu'on a fermé. Maintenant, on veut fermer les hydrocarbures. Et les Européens, ils sont solidaires. L'Ukraine a beau être loin de l'Europe occidentale que nous connaissons, ils sont solidaires. C'est seulement les Noirs, les gens qui ont la peau noire et peut-être même le cerveau noir, qui condamnent leurs propres frères pour faire plaisir aux Blancs. Sinon, mais ce que tu dis, s'il n'y a pas des pays qui souffrent, mais les pays souffrent. Allez demander aux producteurs de bananes en Côte d'Ivoire ce qu'est leur vie depuis qu'on a fermé la frontière avec le Mali. Juste ce petit exemple, producteur de bananes. Du côté du Sénégal également. Bon, le Sénégal, vraiment, lui, il s'est fait harakiri. C'est-à-dire qu'il s'est suicidé. Il a suicidé son économie. Je me dis que chaque mois, Macron doit virer quelque chose sur les comptes de Macky Sall à Paris. Sinon, il n'y a aucune logique.
Alors je disais que c'est les Noirs qui punissent les Noirs pour faire plaisir aux Blancs. Aucun Blanc ne punira un Blanc pour faire plaisir à un Noir. Les Européens sont unis, soudés comme un seul homme derrière l'Ukraine. Je suis d'accord, ils sont blancs. Ils ont dit que les Ukrainiens, ils ont les yeux bleus, les cheveux blonds. Hitler ne disait pas pire. Bon, donc, aujourd'hui, on se retrouve avec cette rhétorique-là pour laquelle on a condamné Hitler. Aujourd'hui, on entend ça sur les médias en France. Ah, les Ukrainiens, ils sont comme nous, hein, ils ont les cheveux blonds, ils ont les yeux bleus, il faut les amener, c'est pas comme les Sénégalais, c'est pas comme les Arabes. Donc, monsieur Gilles, mais quand quelque chose manque de bon sens, comment vous voulez qu'on en parle? Qu'est-ce qu'on va dire? Comme il le disait, mais c'est pas le droit. C'est pas le droit qui a condamné le Mali. Le souci de la CEDEAO, c'est quoi? Comme le Mali a chassé Barkhane, et que la France n'est pas d'accord, on a dit à la CEDEAO, vous lui fermez tout jusqu'à ce que les djihadistes prennent Bamako. C'est ça le plan. Moi, je ne suis pas militaire, hein, il y a un militaire ici. Parce qu'un pays en guerre, on ferme les frontières, on lui prive de tout. Quelle sanction on peut ajouter? Même l'espace aérien lui est interdit. Donc, on ne peut pas ajouter. Et on attend, dans l'espoir qu'un jour, les djihadistes prennent Bamako. C'est tout, hein. À part ça, ils n'ont pas un autre programme. Mais Djeli Tama, est-ce que ces décisions de la CEDEAO font l'unanimité? Parce que j'ai lu une interview du chef de la diplomatie togolaise, par exemple, dans un média international, estimant que eux, pour eux, comme toujours, ils préfèrent l'accompagnement aux sanctions. Écoutez, trois choses. La première, par rapport à votre question, quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que quand notre ministre des Affaires étrangères était le 9 janvier à Accra, et il a donc paraphé le document qui a fait les sanctions contre la CEDEAO. Quand on n'est pas d'accord, on dit on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que soit on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais le Togo s'est toujours singularisé. Parce qu'il y avait déjà, avant même les sanctions, il y avait un groupe qui était mis en place pour trouver une sortie de crise. Donc le Togo s'est toujours singularisé dans cette approche-là. Maintenant, le problème, c'est que quand on est dans une approche communautaire, on est dans une approche communautaire. Je ne crois pas que, quand on prend le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, je ne crois pas que les coups d'État soient autorisés dans ce protocole-là. C'est précisément écrit que l'espace de la CEDEAO veut éviter les coups d'État, quelle que soit la forme, que ce soit un coup d'État militaire ou bien institutionnel. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on n'est pas d'accord, on quitte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Mali, au-delà de sa souveraineté, de sa fierté, si aujourd'hui le Mali trouve que les sanctions sont, que ce soit illégales ou excessives, comme je l'ai dit, il suffit tout simplement de dire, écoutez, je ne suis plus avec vous parce que je trouve que vos intérêts sont opposés aux miens. Moi, c'est ce à quoi même je m'étais attendu au départ. Mais est-ce que ce n'est pas trop facile parce que le Mali aussi a investi pour la création de la CEDEAO, il doit en attendre des dividendes. Oui, mais ce que je dis, c'est que c'est... Un des pères fondateurs d'ailleurs de la CEDEAO, la CEDEAO, c'est Yadema et le Nigeria, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire... parle de Modibo Keïta. Non, c'est Yadema et Gouan. Yadema et Yakubu Gouan. Modibo Keïta n'était même pas. Voilà, c'est les deux qui ont créé la CEDEAO. Donc, ne réécrivons pas l'histoire non plus. Mais c'est pas grave. By the way, aujourd'hui, on a un certain nombre de pays qui sont dans la CEDEAO avec des règles communautaires. Maintenant, si ces règles communautaires, si un ensemble trouve qu'il y a un parti qui a un pays qui a bafoué ces règles communautaires, prend des sanctions, quelle que soit la légalité ou bien la légitimité de ces règles, si vous trouvez que ces règles en réalité vont à l'opposé de vos intérêts, parce que les Maliens disent les intérêts supérieurs de la population malienne, et je suis parfaitement d'accord avec eux. Donc vous trouvez que les sanctions vont à l'encontre de vos intérêts, hypothèse numéro 1, et ce n'est pas la première fois. Je donne l'exemple tout à l'heure de la Mauritanie. En 2000, la Mauritanie a quitté la CEDEAO. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que la CEDEAO, la Mauritanie, soit ni plus riche ni plus pauvre qu'elle ne l'était avant. Donc, il n'y a pas un mur, comme en Allemagne, qui empêche les gens s'ils veulent sortir. Et pour finir, aujourd'hui, en réalité, le Mali n'est pas le seul pays à être confronté au djihadisme. En réalité, le groupe djihadiste le plus important en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, c'est Boko Haram. Près de 50 000 à même 100 000 morts depuis qu'il existe. Le Nigeria le combat avec le succès qu'on le sait. Donc je n'ai pas l'impression qu'en réalité, moi je suis ancien militaire, je n'ai pas l'impression qu'en réalité les pays aient besoin d'une force Barkhane ou quoi que ce soit. Parfois c'est nous aussi qui nous vendons moins cher
en demandant que les gens viennent nous aider. Le Nigeria lutte contre le terrorisme sans aucun problème. Il lutte avec les moyens qu'il a. Le Cameroun a lutté contre Boko Haram au nord du Cameroun avec les résultats qu'on sait. Le Tchad, dans la région des Grands Lacs, a lutté contre le terrorisme. Donc après, c'est une question d'approche. Moi, personnellement, je suis un patriote. Je pense que nos forces armées dans nos pays doivent avoir les moyens pour faire face aux difficultés qu'ils ont. Maintenant, si on laisse venir certains, j'en sais rien. Je considère qu'aujourd'hui, l'armée malienne, j'ai beaucoup d'amis officiers qui y sont, je pense qu'ils ont la capacité de faire face à n'importe quel groupe djihadiste, comme le Nigeria le fait, comme je l'ai dit, le Cameroun, le Tchad, ainsi de suite. Donc pour moi, je ne suis pas dans la théorie du complot, contrairement. Je pense qu'aujourd'hui, un État africain, en toute souveraineté, peut décider de ses choix. Et si maintenant vous êtes dans une approche communautaire, que vous trouvez qu'il y a peut-être une cabale contre vous, ben la solution c'est d'en sortir. Nous parlons aujourd'hui par exemple du franc CFA, ben on sait que la Guinée est sortie du franc CFA, le Madagascar est sorti du franc CFA. Il y a des pays qui sont sortis par exemple du franc CFA et qui existent. Donc après c'est une question de choix. Parfois c'est les choix des dirigeants. Moi j'aurais apprécié aujourd'hui que M. Goïta, depuis le 9, dise je sors de votre histoire, j'assume entièrement mon indépendance. Et je fais partie des Français, je fais même partie de l'amunissement, parce que ils sont quand même près de 18 000 personnes qui sont sur le territoire, dont des Togolais qui payent l'un des tribus les plus chers. On est quand même à 17 morts pour le Mali, parce que ce n'est pas pour autre chose. Donc oui, après maintenant, c'est pour ça que quand on répond oui, on ne se cache plus. On veut assumer sa souveraineté, on l'assume, tout simplement. On ne veut pas l'assumer. Aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation de cache-cache. Parce que pourquoi est-ce que le Mali dit on revient à 2 ans? Mais ça veut dire que quelque part aussi, son destin lui semble lié à celui de la CEDEAO. Moi, honnêtement, je vous le dis, j'aurais apprécié que dans toute sa fierté, dans toute son historicité, que le Mali dise je sors de la CEDEAO et je m'assume. À partir de là, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont libres de nouer les relations avec qui ils veulent. Mais aujourd'hui, si le Mali dit je quitte la CEDEAO, moi j'applaudis. Si ce que moi je souhaite, comme je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, que les deux puissent trouver un point d'entente et que en réalité, il sort de cette histoire. Mais j'aimerais aussi rappeler que M. Kegoé dit que les sanctions, on a eu 2 types de sanctions. Après le coup d'État de 2008, il y a eu un certain nombre de sanctions. Quand ils ont mis à plat le gouvernement de transition, les sanctions étaient levées. C'est après le coup d'État du 24 mai 2021 que les sanctions sont revenues. Donc, il y a une gradation, comme c'est le cas dans beaucoup de pays. On l'a eu au Togo, il faut se rappeler en 2005. En 2005, on a fermé nos frontières aussi, d'ailleurs. Voilà. Mais après, maintenant, c'est une question de... On avance et on recule. Maintenant, si un pays considère... Les sanctions, je l'ai déjà parlé de la Côte d'Ivoire, il y a Guinée-Bissau, Gambie, il y a plein de pays africains qui ont subi les sanctions. On les met en place, on les lève actuellement. La Guinée est exclue de la Guinée et le Burkina Faso sont exclus. Et quand vous prenez le communiqué, on leur donne jusqu'au 25 avril. Faute de quoi on fera des sanctions. Oui, ce que je dis, oui. Je ne suis pas pour ou contre les sanctions. Vous avez des engagements communautaires. Si, par exemple, des sanctions, on trouve que ces sanctions sont au-delà de ce que permet l'engagement communautaire, en réalité, aujourd'hui, quand on nous parlait de l'UEMOA, c'est 8 pays. Et la CEDEAO, c'est 15 pays. Oui. Donc, du coup, aujourd'hui, les sanctions de l'UEMOA peuvent concerner les 8 pays. La levée des sanctions décrétée par l'UEMOA peut concerner les 8 pays francophones, mais les 15 pays de la CEDEAO, aujourd'hui, n'ont absolument pas d'ordre à recevoir de l'UEMOA. Oui. Je voudrais demander à M. Dojro de nous préciser l'impact de ces sanctions, aussi bien sur le Mali que sur les autres. Mais avant, juste un mot à M. Kegewe. Est-ce que le fait que Goïta ne soit pas allé à Accra, est-ce que ça n'a pas aggravé son cas? Est-ce que cela n'a pas été interprété comme une forme de défiance envers les chefs d'État? À première vue, tout le monde serait d'accord qu'il aille à Accra. Parce que, bon, la CEDEAO, on t'a exclu, tu étais un paria, pratiquement personne ne veut te parler. Et maintenant, il te dit, bon, petit frère, viens, on va s'asseoir pour parler. Mais si moi j'étais conseiller de Goïta, après la déclaration de Macron, je lui aurais dit ne va pas. Parce que ce n'est pas eux qui vont te dire ce qu'ils pensent, mais tu veux aller écouter ce que Macron leur a dit pour toi. Autant prendre ton avion, aller à l'Élysée, c'est plus clair, c'est net. Voilà. Si j'étais conseiller de Macron, ne va pas. Après la déclaration de Macron. Sinon, la chose la plus sensée, la plus logique par politesse, parce que la CEDEAO quand même,
c'est des chefs d'État mûrs, des gens expérimentés, des gens qui, disons, tiennent son destin en main. Donc, il ne peut pas t'inviter un Buhari, bon, je ne veux même plus parler du Ghanéen. Bon, et tous les autres, c'est des gens, c'est de grands hommes. Il ne peut pas t'inviter, toi, un jeune colonel, et tu refuses d'aller. Si entre Africains, ils veulent te parler, tu dois aller. Mais maintenant qu'on a la preuve que c'est les instructions de Macron, ou bien tu vas à l'Élysée, ou bien tu restes chez toi. Kevin Dodjro, les sanctions contre le Mali, quelles en sont les conséquences? D'abord, l'économie malienne dépend à 80% de l'importation, pour commencer. De ces importations, il y a le port d'Abidjan, le port de Lomé, le port de Tema, qui constituent le couloir de transit de ces marchandises. Et quand on parle du Mali, on parle d'une économie d'environ 15 000 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que je veux aller vers 17 milliards de dollars. Quand nos ports font leurs projections annuelles en termes de chiffre d'affaires, ils tiennent compte du volume de transactions commerciales en termes de transit avec le Mali. Aujourd'hui, c'est arrêté. Donc, le port autonome perd son chiffre qu'il réalise avec le Mali. Le port d'Abidjan perd le chiffre qu'il réalise avec le Mali. Le port de Dakar perd son chiffre avec le Mali. Le port de Tema perd son chiffre avec le Mali. Ok. Ça, est-ce que ce ne serait pas intéressant qu'on ait des chiffres sur ces genres de pertes pour permettre à l'opinion de savoir ce qui se passe? Oui. Alors, à l'inverse, le Mali, il fait aussi de l'export. Et c'est le premier pays producteur dans notre Afrique subsaharienne ici de coton. Ça aussi, aujourd'hui, nos différents ports sont privés de ces exportations. Vous savez, en Afrique, on a du mal souvent à avoir accès à des chiffres réels, parce qu'on manque beaucoup de données. Donc, on ne peut qu'aller sur des données, sur les transactions que nous observons. Donc, les chiffres réels, c'est très compliqué à sortir parce que ça rentre dans une autre forme de gestion, de gouvernance économique. Alors, mais on ne peut que parler de la réalité des transactions avec le pays frère ami qui est le Mali pour tous les Africains. Alors ainsi, vous allez voir que même au niveau de la Côte d'Ivoire est coupée de l'approvisionnement de tout ce qui est produit viande et autres aujourd'hui. Vous allez voir également que notre chiffre ici au Togo aussi, au niveau du port de Lomé, va chuter parce que le Mali n'importe plus à partir de notre port, ainsi de suite. Et à qui cela profite finalement? Ça profite aujourd'hui au port mauritanien parce que très rapidement ils se sont réorganisés. Ils ont dit écoutez, nous allons passer à une monnaie fiduciaire. On va travailler maintenant avec du cash. On va éviter tout ce qui est scriptural. Et notre économie va se porter parce que nous n'allons plus transférer des fonds à l'extérieur. Donc, on va nouer des relations avec les pays comme la Mauritanie, les pays comme l'Algérie. Ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un pays qui fait frontière à 5 pays déjà. Donc, c'est énorme. Donc, son économie est partagée entre ces 5 pays. Et donc, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest sont coupés aujourd'hui de la part qui gagnait de l'économie malienne. Sauf la Guinée seule qui profite bien parce que j'ose même croire qu'il y a même l'espace aérien est ouvert entre la Guinée et Bamako. Donc la Guinée gagne assez aujourd'hui dans cette opération, contrairement à nos pays qui ont adopté la position dure et sévère de punition contre ce pays ami. Donc véritablement, nous avons à nos portes une crise qui impacte déjà nos économies. Je parlais tantôt de l'interdépendance des pays sur le plan commercial et économique, où à cause du fait que le Mali livre la viande à la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne développe pas son secteur d'élevage de moutons et autres, parce que le Mali doit fournir. Parce que la Côte d'Ivoire livre la banane au Mali, le Mali ne développait pas son secteur agricole sur certains produits. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe?
on contraint le pays, comme je le disais tantôt, les comprimés cherchera à sortir, va s'éclater. Qu'est-ce qui va se passer? Le Mali va développer une économie interne, va se couper des pays africains et se tournera vers les Maghrébiens, comme ça se fait déjà avec l'Algérie, la Mauritanie et autres. Et à la fin, quand le Mali sortira de cette crise, il va avoir une économie qui va se développer. Déjà, pour commencer, il y a des indicateurs. Ils ont réduit considérablement le train de vie de l'État. Ils sont passés d'un budget gouvernemental de 3 000 milliards à 2 000 milliards. Ils disent nous ne voudrons pas d'aide, nous voudrons nous-mêmes autofinancer notre budget de fonctionnement sur la base de nos recettes. Aujourd'hui, le budget de 2 000 milliards est financé entièrement par le gouvernement malien de transition. Alors, c'est le lieu même de dire des fois que l'appellation, la junte même qu'on emploie, je dis c'est des abus de langage. C'est un gouvernement qui est là, qui tient le règne du pays, qui paie les salaires. Il n'y a pas eu de défaut de paiement de salaire. Où trouve-t-il l'argent Mais c'est parce que déjà l'économie, elle était assise sur du commerce. Et n'oubliez pas qu'ils sont descendants de plus gros richards de l'Afrique. Donc l'économie malienne est essentiellement commerciale. Et aujourd'hui, ils développent plus l'économie fiduciaire. Vous comprenez? Il y avait déjà l'argent dans l'espace de l'économie malienne, l'espace économique plutôt malien, et donc cet argent ne sort plus. Je dis, hein, les 17 milliards de dollars étaient dans l'espace. Mais quand vous avez fermé la frontière, les robinets, ils ne font plus de transactions avec la Côte d'Ivoire, ils ne font plus de virements, ils ne payent plus des factures à l'extérieur vers le MOA. Ben, l'argent est resté dans l'espace. Donc c'est avec ça qu'ils tournent maintenant sur leur économie. Jusqu'à quand? Ils peuvent tenir jusqu'à quand? Ils tiennent et continuent de tenir, parce que déjà 3 mois ils tiennent, et je suis certain que c'est un peuple qui a développé la résilience, et ils savent tenir dans les conditions les plus dures. Et dans l'histoire même de nous, notre continent, les Maliens ont toujours montré combien de fois ils sont des combattants, hein. Et aujourd'hui, ils luttent pour une indépendance, et je suis sûr qu'ils gagneront le combat. Et pour moi, c'est un exemple de courage que ce peuple monte davantage, malgré ces projectiles nombreuses qu'on lance contre un peuple ami à nous, qui interagit avec nous sur tous les plans. Vous imaginez que dans l'économie ivoirienne, par exemple, à part les Mauritaniens qui occupent les petits commerces du quartier, les Maliens occupent une grande partie. Vous comprenez? Dans le commerce ivoirien, par exemple, les Maliens occupent une grande partie et en font beaucoup de transactions avec leur pays. Aujourd'hui, c'est un véritable bouleversement. Et je suis sûr que leur patriotisme les amène à se réorganiser, et cette réorganisation est dans l'avantage du Mali et non dans l'avantage de la communauté de la CEDEAO. Djely Taba, je sais que vous ne vendiez pas très cher la peau de ce qu'on appelle la junte. Maintenant qu'ils ont réussi à faire 3 mois, ils ont survécu à ces sanctions. Est-ce que le Mali ne risque pas de tenir en échec la CEDEAO? Je n'ai jamais, ce que vous me prêtez des propos qui ne sont pas les miens. Mon discours depuis le début a été, vous êtes avec la CEDEAO, vous restez dedans, vous n'êtes pas, vous sortez. Et j'ai toujours donné l'exemple de la Mauritanie qui en est sortie. Mais par contre, je pense qu'il y a 2 précisions à faire. L'embargo ne concerne pas les produits alimentaires, les produits médicaux et les produits liés à l'énergie. C'est-à-dire que si on veut, le Mali veut exporter, que ce soit du mouton ou importer de la banane, ils ne sont pas interdits. Mais les frontières sont fermées, les camions ne circulent plus. L'embargo ne concerne pas le transit les produits de première nécessité, dit-on. Les produits alimentaires. Oui, mais le constat qui est fait aux frontières, c'est que ça ne circule pas. Maintenant, après, il y a une chose entre... Parce que comme aujourd'hui, quand on a fait la fermeture des frontières dans l'espace UMOA par rapport au Covid, les produits alimentaires, les produits de première nécessité ont toujours traversé les frontières. Maintenant, s'il y a des mesures internes qui sont prises en place, je ne suis pas en mesure de le dire, mais je sais que sur l'embargo a bien précisé que les produits alimentaires, les produits médicaux et les produits liés à l'énergie ne sont pas concernés par l'embargo. Maintenant, s'il y a des contraintes sur le terrain, je ne suis pas en mesure de vous le dire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je rappelle toujours que en réalité, c'est pour ça que je dis je ne suis pas dans la théorie du complot. Moi, je ne pense pas que les chefs d'État africains, que Macky Sall, que
un président comme le président nigérien, Buhari, première puissance économique de l'Afrique, que ces gens-là vont recevoir les ordres d'un Macron. Même si j'ai toujours condamné le ton paternaliste que les Français ont parfois vis-à-vis des pays africains. On prend un pays comme le nôtre, le Togo a toujours montré une énorme indépendance. Et quand on parle même de... Vous êtes diplomate, vous savez, le Togo a été le premier pays à renvoyer un diplomate français, Éric Dubosc, qui a dit, il n'est pas avec nous. Il n'était que secrétaire de l'ambassade. Oui, mais c'est quand même un diplomate. Un diplomate, oui. Bah oui. Donc, en réalité, c'est que moi, cette attitude qui considère dit que les pays africains sont des sous-préfectures, bien des départements français, moi je ne suis pas dans cette logique. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez, les économies sont interpénétrées. Le Mali, vous faites bien de le dire, le Mali, comme beaucoup de pays africains, a à peu près 30%, parfois 40% de son économie qui dépend des subventions et des aides extérieures. Si une occasion comme celle-là permet de recentrer l'économie sur les recettes internes et se libérer complètement des aides extérieures, tant mieux. Je ne veux pas être la personne qui crache là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si le Mali trouve que tout ce qui est en train d'être fait vis-à-vis de lui est injuste, c'est vraiment l'occasion non seulement de quitter et montrer son indépendance, mais peut-être de montrer le chemin. En réalité, aujourd'hui, pourquoi est-ce que les discussions continuent? C'est parce que, au-delà de le recentrage de l'économie sur les recettes internes, mais après, il y a la dette du Mali comme la dette de l'ensemble de nos pays. On doit énormément d'argent, que ce soit aux institutions de Bretton Woods, que ce soit aux banques, que ce soit commerciales ou bien sous-communautaires. Et là, il y a quand même des engagements qui sont là. Mais aujourd'hui, le Mali peut décider tout simplement de dire, du moment où je sors de votre communauté, je n'ai plus besoin d'entretenir des relations de frontières avec vous. Parce que si demain, le Mali n'est plus avec la CEDEAO, les autres pays ne sont plus obligés de suivre des sanctions vis-à-vis du Mali. C'est parce qu'aujourd'hui, il est dans la CEDEAO. Donc pour moi, c'est très simple. Que l'occasion permette au Mali de montrer son indépendance, peut-être ça va montrer la voie à d'autres pays africains qui comprennent que finalement c'est pas si difficile que ça et qu'on peut prendre réellement notre indépendance, sachant quand même qu'on le veut ou non, que malheureusement aujourd'hui nous avons des économies qui sont très interpénétrées. Aujourd'hui près de 30% de l'économie américaine est détenue par des Chinois et des Saoudiens. Une bonne partie de l'économie française est détenue par des fonds souverains qui sont étrangers. Donc aujourd'hui, vous prenez la balance de paiement de la France, aujourd'hui elle est déficitaire parce que beaucoup de ressources sont détenues par des étrangers. Donc on peut décider tout simplement de dire, on est dans cette sorte d'économie planétaire qui fait que aujourd'hui, quand on parle de souveraineté économique, c'est vraiment un truc qui ne sert à rien. C'est l'économie, je suis parfaitement d'accord avec lui, c'est l'économie qui tient les nations, mais c'est 4 ou 5 grandes familles qui tiennent l'économie du monde. Donc oui, on peut essayer d'avoir une souveraineté, mais après c'est que oui, le peuple devra faire des sacrifices. Et sur le fond, moi, je serai le premier à applaudir. L'histoire de la théorie du complot, mais c'est pas normal, monsieur Tama. Je dis des choses qui se passent, je n'invente rien. Oui, mais vous n'avez pas de preuves. En dehors de propos, c'est tout. Hein? Non, attends, comment? Je dis, est-ce que je n'ai pas de preuve que le Mali dit à Barkhane de partir et Barkhane traîne les pieds? Je n'ai pas de preuve. Vous voulez quelle preuve? Est-ce que je n'ai pas de preuve que c'est la France qui a ouvert la boîte de Pandore en Libye? Même si je ne défends pas le... Non, vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. C'est vous qui me posez les questions, je vous réponds. Oui, donc, non, laissez-moi finir. Je dis... Je n'aime pas l'expression théorie du complot par rapport à ce que je dis, parce que je ne dis que des choses que tout le monde voit. Même les aveugles mendiants à la mosquée de Lobé, ils savent ce que je dis. Est-ce que c'est la théorie du complot de dire que c'est les Français qui ont ouvert les vannes du terrorisme en Libye en tuant Kadhafi pour qu'il nous envahisse? C'est la théorie du complot? Est-ce que c'est la théorie du complot si je vous dis que des tonnes de bananes pourrissent à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de théorie du complot. Je vous comprends, vous êtes un homme politique de haut niveau, vous n'êtes pas comme moi. Vous êtes obligé de porter des gants. Je porte donc, il n'y a pas de théorie du complot. Parce que si nous, les Africains, on vient sur les antennes pour endormir davantage nos populations, c'est pas la peine qu'on vienne. Là, vous faites la politique. Je ne fais pas la politique. Parce qu'il y a des faits, s'il vous plaît, il y a des faits. On doit se rendre... Et regardez, à Accra la dernière fois, vous n'êtes pas surpris que c'est à la réunion d'Accra que la dernière fois que les chefs d'État de la CEDEAO se rappellent qu'il y avait eu coup d'État au Burkina et en Guinée. Et on leur dit, on vous donne un mois pour réfléchir. Pourquoi on ne les avait pas condamnés comme on a condamné le Mali? Parce que, non, je vous parle sur des faits, parce que, Bolloré et Sarkozy se sont précipités à Abidjan pour dire, ne condamnez pas
le Burkina parce que c'est condamner mon rail, c'est condamner mon marché de transport. Mais quand même, vous le savez, c'est des faits. Donc, moi, je dis ceci. Le Mali, personne n'est heureux qu'on condamne le Mali. Le Mali, c'est un pays, même s'il est autosuffisant, tout le monde a besoin d'amis, de pouvoir sortir et entrer comme il veut. Mais si vous condamnez le Mali, parce que le Mali a fait quelque chose de mauvais, nous sommes d'accord. Mais si vous condamnez le Mali, parce qu'on vous donne des ordres de l'extérieur, c'est un scandale. Et ce n'est pas la théorie du complot. Je peux répondre après. Ouais. Voilà. Ouais, vous aurez le temps de répondre parce que là, nous sommes pris par le temps. On va marquer une pause. À la seconde partie, on va voir concrètement c'est quoi le nœud du problème. Est-ce qu'on reproche au Mali ses accointances avec les Russes ou il s'agit simplement d'une question Je ne suis même pas allé là-bas. D'élection? On va reparler de tout ça. Mais là, nous marquons une pause pour une nouvelle édition du journal sur votre chaîne préférée, New World Info.